on a parlé de sécurité. Et puis, ça a été abordé ce matin d'ailleurs par nos juristes, par nos experts juristes. Mais la table est maintenant mise pour M. Guillaume Caron, qui est président de VARS. Guillaume va l'aborder, lui, sur le plan technologique, donc tout l'aspect technologique de la cybersécurité. Il va partager avec vous des conseils pour améliorer votre posture en termes de sécurité de l'information. Alors, M. Caron, je vous souhaite la bienvenue et sans plus tarder, je vous cède la parole. Merci énormément. Bonjour tout le monde. Bon vendredi. Merci pour l'invitation. Je vais juste m'assurer que vous puissiez voir mon écran. Est-ce bien le cas? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on est correct? Je confirme qu'on vous voit très bien. Merci, Denis. Donc, merci à tout le monde. Écoutez, aujourd'hui, l'objectif, dans le fond, de l'atelier, c'est vraiment de dresser un portrait un peu de qu'est-ce qu'on voit dans le marché. Je me présente, donc Guillaume Caron, président de VARS Corporation, qui est devenu par acquisition la division de cybersécurité de RCGT en 2019. Donc, le but aujourd'hui, c'est vraiment de regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans le marché. On a vu, là je dis dans le marché, je parle en matière de risque, en matière de menaces, en matière de bonnes pratiques, puis de regarder un peu des statistiques qui sont somme toute alertantes, mais ça, je pense que vous en êtes tous conscients. Donc, et puis de pouvoir répondre peut-être à certaines questions, là, ça va me faire un grand plaisir. Donc, sans plus tarder, bien, écoutez, vous le savez, le marché de la cybersécurité a énormément, on en entend parler énormément de ce temps-ci, bien entendu. C'est sûr que la crise du COVID-19 a accéléré, si on veut, l'implantation de contrôles de sécurité pousse les entreprises à se transformer d'une façon extrêmement accélérée. Puis on a vu là, dès le mois de mars, avril 2019, là, on a vu là, que suite à la première quarantaine, là, les entreprises ont été forcées d'assouplir leurs mesures et leur contrôle de sécurité afin de pouvoir permettre, si on veut, la continuité des opérations. Donc, on s'est retrouvé avec du télétravail de façon instantanée, beaucoup d'organisations, même des grandes organisations, hein, pas juste des PME, je tiens à le préciser, donc de grandes organisations, des agences gouvernementales, des villes, des PME, des moyennes entreprises se sont retrouvées à opérer leurs activités de la maison. Et parfois même sur des postes de travail qui étaient personnels, non sécurisés, pas adaptés, et ainsi de suite. Par contre, ça serait faux de dire que c'est à cause du COVID, de la COVID-19 qu'on a une crise de cybersécurité aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on a une crise de cybersécurité. On va voir des statistiques, mais peut-être juste une en particulier. Tu sais, en 2019, déjà, 71% des entreprises canadiennes avaient suivi une brèche de sécurité. Et puis, pour chaque grande entreprise qu'on voit dans les médias, bien, il y a probablement 1000 PME qui sont affectées. Donc, on va regarder tout ça. Puis, en ce moment, là, ce qui se passe, entre autres, c'est que bien, suite à l'année incroyable qui s'est déroulée, bien, les équipes TI des organisations présentement sont extrêmement occupées. On a vu des augmentations là, de campagnes d'hameçonnage, des petites statistiques intéressantes, 1,8 million de nouveaux courriels d'hameçonnage par jour qui est créé juste en entourant, là, si on veut, là, la crise du COVID, donc des courriels, exemple d'impersonnation, où est-ce qu'on va, d'usurpation d'identité, où est-ce qu'on va se faire passer pour des hôpitaux, viser des employés en leur disant que, écoutez, on vous a identifié comme une personne porteuse du COVID, vous avez été en contact. Donc, des courriels très, très sophistiqués, mais qui jouent beaucoup avec la peur, qui jouent beaucoup avec les sentiments. Beaucoup de création de faux sites Internet. Donc, il y a des dizaines de milliers de nouveaux sites Internet frauduleux qui se sont créés par rapport à la COVID, des fausses cartes interactives, un paquet de contenu au niveau des réseaux sociaux, etc. Donc, des fausses nouvelles dans les réseaux sociaux. Puis le but, hein, c'est toujours d'amener les utilisateurs à télécharger de l'information, à télécharger soit des virus ou soit des malwares, là, des logiciels malveillants, afin de soit voler de l'information ou contaminer les systèmes. Puis on a vu une augmentation incroyable là, des attaques de rançon.
bien entendu. Et juste à titre d'exemple, présentement, on estime qu'il y a environ 15 000 attaques de rançon par jour. En 2019, on rapportait environ 7 000 attaques de rançon par jour en Amérique du Nord. Présentement, on est presque à 15 000 attaques de rançon par jour. Ce n'est pas juste la grande entreprise, c'est vraiment la PME qui se fait viser. Et ça vient beaucoup aussi du fait que de plus en plus, les acteurs criminels vont viser la PME parce que c'est une façon assez simple de rentrer dans les plus grandes organisations, donc les gouvernements, les clients de ces PME-là, finalement, ou leurs partenaires, les grandes entreprises, etc. Donc, on voit là, de plus en plus le gouvernement, les grandes entreprises demander aux PME, bien, écoutez, avant qu'on fasse affaire avec vous, on voudrait savoir c'est quoi votre posture. Donc, on voit beaucoup de questionnaires d'évaluation des risques de tierces parties. Et selon un rapport de Proofpoint, mais présentement, 60% des organisations perdent des données. On parle en ce moment, là, c'est un rapport que je pourrais rendre disponible si vous voulez. Donc, et 50% des organisations ont des comptes courriels compromis. Donc, on va être capable soit de trouver des identifiants sur le dark web, soit les comptes sont déjà compromis. Il y a des gens qui ne le savent pas, mais on n'a pas de visibilité toujours sur nos outils technologiques d'un point de vue vulnérabilité. Donc, c'est une des causes principales des menaces qu'on voit en ce moment. Et puis, on pense, selon le rapport, là, Proofpoint est quand même un leader mondial en cybersécurité. Donc, près de 40% des organisations sont présentement infectées par des logiciels malveillants. Et souvent, dans les PME, peut-être petite parenthèse par rapport à ça, souvent, c'est qu'on n'a pas de visibilité. On va le voir plus tard, mais les attaquants, les organisations criminelles, souvent sont en moyenne 200 jours dans le réseau. Avant de déclencher une attaque sérieuse, là, une attaque de rançon. Et près de 35% des organisations connaissent des pertes financières. Ce n'est pas surprenant. Les pertes financières, souvent, on pense aux attaques de rançon puis au montant de la rançon, là, mais les pertes au niveau des opérations, les employés qu'on va payer alors qu'on ne peut pas opérer, c'est une chose. Il y a aussi nos clients, hein, quand on ne peut pas livrer de contrats, de mandats, etc. Donc, on perd des revenus à ce niveau-là également. Et puis, nos pertes réputationnelles, des litiges potentiels, bref, le coût moyen, on le verra plus tard, mais frôle le million de dollars là, quand on a des attaques sérieuses. Et puis même que je dirais plus que ça, il y a 60% des PME lorsqu'elles sont victimes d'une attaque sérieuse, là, pas d'une attaque mineure quand même, là, mais d'une attaque sérieuse, soit d'une attaque de rançon complet ou d'un vol de données massif, 60% des PME ferment dans l'année qui s'en vient, dans l'année qui suit. Donc, si on regarde encore une fois, selon un rapport de Verizon, si je ne me trompe pas, c'est les industries les plus à risque en ce moment. Si on regarde au niveau de la PME, hein, donc de 1 à 1000 employés, on va dire, bien, c'est évidemment dans les plus petites organisations, on parle des soins de la santé et des produits pharmaceutiques. Bon, c'est évident, on est dans une crise, au niveau d'une crise humanitaire. Les soins de santé sont extrêmement, toutes les organisations qui évoluent autour du pharmaceutique, des soins de santé sont très targetées en ce moment. On l'a vu dans les médias, on a vu des grosses organisations américaines, des grosses organisations canadiennes et québécoises même se faire viser, puis se faire viser d'une façon qu'on n'est pas habitué nécessairement de le voir. Donc, des attaques de rançon ou des attaques sophistiquées dans des hôpitaux qui ont même arrêté des soins de santé ou des compagnies pharmaceutiques qui se sont fait viser très agressivement pour voler de la propriété intellectuelle. Donc, c'est évident que c'est un secteur qui est ciblé de par la nature déjà de l'industrie parce qu'on a accès à des documents sensibles, on a accès à du data sensible, de l'information médicale, personnelle, etc. Et en deuxième, l'éducation, bien entendu, bien, c'est un peu la même chose. Donc, l'éducation, c'est encore une fois une industrie où est-ce qu'on a énormément de data, énormément de données par rapport aux enfants, aux enseignants, etc. Et donc, les criminels, de plus en plus, puis vous allez voir, la première motivation des criminels, c'est vraiment de voler des données. Okay? Donc, de monétiser, de voler des données, beaucoup plus
beaucoup plus qu'autre chose. Donc, si on passe un peu plus loin, bien, dans les organisations un peu plus grandes, présentement, la construction très ciblée, encore les soins de santé puis les entreprises de services. Les entreprises de services ont énormément d'informations également dans tous les secteurs. Donc, c'est des mines d'or pour les criminels. Et la construction, bien, c'est une industrie où est-ce que la culture n'a jamais vraiment fait la promotion, si on veut, de la sécurité de l'information. On a focusé pendant longtemps sur une culture de santé et sécurité au travail. On focus sur beaucoup de choses. Puis, si on regarde en arrière, peut-être que les entreprises, puis là, on parle de PME, bien, se sentaient peut-être pas nécessairement visées parce qu'effectivement, on a peut-être moins d'informations. Par contre, avec la venue des crypto-monnaies, avec la venue des attaques de rançon, mais il suffit simplement maintenant d'arrêter les opérations d'une entreprise pour pouvoir monétiser une attaque. Donc, les hackers, maintenant, évidemment, ils n'ont plus besoin nécessairement, ils veulent voler du data, mais ils ne sont plus obligés de le faire. Ils peuvent simplement déclencher une attaque de rançon, bloquer l'accès aux opérations et puis demander une rançon. C'est très payant. Ça se fait vite. On est payé par crypto-monnaie, par Bitcoin, etc. Puis, aucun moyen de retracer les attaquants. Donc, un secteur en ce moment très visé, puis également le secteur manufacturier, là, très, très, très visé en ce moment. On voit beaucoup d'entreprises qui se font viser au niveau de leur chaîne de production, équipements de production sophistiqués, avec toute l'évolution au niveau de l'Internet des objets, avec toutes les nouvelles technologies qu'on implante dans nos organisations. Bien entendu, on ouvre la porte à de nouvelles vulnérabilités. On élargit notre surface d'attaque pour pouvoir être plus efficace, adopter des nouvelles technologies, etc. Mais on ouvre des portes. Et puis, le domaine manufacturier, c'est un peu comme la construction. On a focusé pendant longtemps sur health and safety, santé, sécurité, etc., mais moins peut-être sur la cybersécurité. Puis, bien, ça fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile de targeter ces organisations-là et on le voit là, régulièrement. Et plus on évolue dans le nombre d'employés, bien, ça reste quand même des secteurs très similaires, là, soins de santé, fabrication, technologie. Technologie, bien entendu, on voit beaucoup d'entreprises. Puis là, bien, je pense que si vous avez lu les journaux, on a vu ce qui s'est passé avec SolarWinds aux États-Unis. Donc, des milliers d'agences. SolarWinds, qui est une plateforme, si on veut, qui sert à gérer nos fournisseurs puis nos technologies quand on est une entreprise de TI, une entreprise de sécurité. Donc, beaucoup de gens utilisaient la plateforme SolarWinds. Beaucoup d'entreprises utilisaient la plateforme SolarWinds. Bien, ça l'a créé, sont visés parce qu'ils ont des milliers de clients. Puis c'est un peu le même principe, c'est que plus tu es une grande compagnie de technologie, plus tu as des clients, puis plus tu deviens un point unique d'entrée vers beaucoup d'organisations. Donc, si on parle de technologie, exemple de TI, mais en ce moment, on voit que beaucoup de fournisseurs TI sont visés. Parce qu'une fois qu'on rentre dans un fournisseur TI, bien, on peut utiliser leurs outils de gestion pour gérer tous leurs clients et leurs environnements TI. Mais on prend les mêmes outils et on peut rentrer dans ces clients-là. Et donc, de plus en plus, là, c'est important d'avoir des contrôles et une visibilité extrêmement accrue. Puis, bien entendu, bien, 95% des menaces, mais ça vient des attaques commencent avec un courriel de phishing, d'hameçonnage. Donc, en ce moment, on évalue que, selon un rapport de Verizon et Broadcom, deux piliers américains, et puis Verizon qui ont des milliers et Broadcom aussi des milliers de clients, des dizaines de milliers de clients PME, même des centaines de milliers. Donc, on estime que 96% des attaques d'hameçonnage arrivent par courriel. Ça, c'est quand même, on s'y attend. Il y a quand même d'autres types d'hameçonnage. Il y a de l'hameçonnage par téléphone, on le voit de plus en plus là, par message texte, mais qui reste quand même un petit pourcentage. Et puis, de plus en plus par téléphone en mode là, carrément là, d'appel. Donc, ça, c'est également des pratiques, mais souvent, on est un peu plus ciblé. Et puis, les messages et puis les méthodes qu'on utilise, c'est toujours la même. Ça n'a pas changé.
Quand on voit de l'hameçonnage, c'est souvent une demande urgente. C'est souvent une demande, c'est souvent urgent. C'est toujours important, puis c'est toujours soit relié à un paiement ou tu sais, là, on a le mot attention. Je ne sais pas si c'est une mauvaise traduction, mais c'est plus on avise, hein, on envoie une notification à un client, là, attention, il y a quelque chose d'important qu'on veut vous dire, etc. Et ce qu'on veut comme pirate de plus en plus, c'est de voler des identifiants et de voler de l'information sensible. Donc, ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a une grande diminution de courriels d'hameçonnage qui contient des virus. Okay? Donc, ce n'est plus la mode d'envoyer des virus à travers un courriel ou d'envoyer un lien avec un logiciel malveillant. Ça l'a grandement diminué. Ce qu'on vise plus, c'est l'impersonnation, c'est l'usurpation d'identité, c'est de dire, c'est de carrément développer une conversation, d'ouvrir une conversation avec un employé à l'interne, de se faire passer pour un fournisseur, de se faire passer pour un employé interne et d'obtenir des identifiants. Okay? Donc, le but présentement, là, principal, c'est vraiment d'obtenir des identifiants, donc des mots de passe, des noms d'utilisateurs, des NIP, mais plus des mots de passe, des noms d'utilisateurs, afin de pouvoir accéder à vos systèmes. Okay? Puis on le sait, on le dit tout le temps, écoutez, n'utilisez pas le même mot de passe pour plusieurs systèmes. Je ne sais pas si j'ai cette statistique-là dans la présentation, mais Verizon, dans un des rapports CyberArk, qui est une grande organisation américaine spécialisée dans la gestion des accès privilégiés puis des accès privilégiés, ont sorti des statistiques comme quoi que 93% des gens utilisent le même mot de passe pour plusieurs systèmes. Donc, souvent, ce que les attaquants vont se dire, c'est si je réussis à avoir un mot de passe d'une personne, les chances sont que je pourrais probablement accéder à d'autres systèmes en utilisant le même mot de passe. Donc, c'est la cible numéro 1. En deuxième lieu, bien entendu, on veut voler des données personnelles. C'est facile de monétiser des données personnelles dans le dark web. C'est facile de faire peur aux entreprises puis de les convaincre de payer des rançons si on a volé des bases de données justement de données personnelles puis que ces entreprises-là s'exposent à des pénalités, des sanctions importantes au niveau d'un manque de conformité, par contre, etc. Donc, le but, c'est carrément voler du data. Les données internes, hein, les projections de vente, il ne faut pas penser que toutes les attaques viennent de criminels ou d'organisations criminelles. Il y a également de l'espionnage, il y a également votre compétition qui vont essayer de voir, mais dans quel projet vous êtes, est-ce qu'il y a de l'information sur le web qui traîne par rapport à votre propriété intellectuelle, par rapport à vos projections de vente, à des feuilles de route de développement de produits, etc. Et bien entendu, les données personnelles incluent les données médicales, mais les données médicales, en quatrième position, sont parmi les plus visées. Mais beaucoup d'informations sur les traitements, beaucoup d'informations sur les réclamations d'assurance, et puis c'est de l'information qui se vend même à des compagnies qui développent des produits, etc. Donc, il y a quand même un marché énorme derrière ça. Et bien entendu, on le sait, hein, les informations bancaires, les numéros de compte, les cartes de crédit, puis c'est probablement là que le NIP au début aurait pu se placer, mais c'est de moins en moins, c'est de plus en plus évident. Okay? Donc, on veut des données, on veut voler du data, puis on peut monétiser ça rapidement. Je m'excuse. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'en ce moment, j'en ai parlé plus tôt là, des deux statistiques de droite, puisque je voulais noter, c'est une augmentation, ça l'a doublé en fait, le nombre d'attaques de rançon par jour était à 14 secondes, une à chaque 14 secondes, on est à une par 7 secondes, c'est énorme. Présentement, juste pour vous dire, il manque environ 3,5 millions de ressources en cybersécurité en Amérique du Nord. Donc, on combine les deux, là, ça ne fait pas une stratégie trop gagnante. On a beaucoup de travail à faire pour attraper la situation, là, pour échapper à la situation présentement qu'on voit dans l'industrie. On a parlé un peu plus tôt également des coûts.
les coûts moyens là, d'une brèche de sécurité pour une PME, écoutez, ça frôle le 1 million de dollars. J'en ai parlé tantôt. C'est sûr que les coûts directs, indirects, les risques réputationnels, légaux, etc., les coûts opérationnels. Et puis, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne finit pas. Tu sais, quand on se fait attaquer massivement ou qu'on a une brèche majeure, mais les répercussions de ça vont durer pendant des mois, voire des années. Et ma préférée, je dirais, c'est le 206, parce que c'est là qu'on doit s'améliorer. En tant qu'organisation, la cybersécurité, ça a le rapport avec la visibilité. Et si on dit qu'en ce moment, selon les statistiques de plusieurs études, celle-là, c'est CIRA en cybersécurité, qui date de 2019, mais ça n'a pas changé. Si on dit qu'en moyenne, les attaquants sont 206 jours dans notre réseau avant de déclencher une attaque, mais ça veut dire qu'on a 206 jours pour découvrir des signes précurseurs, mettre des contrôles en place, avoir de la visibilité et puis à s'assurer qu'on ne se rende pas là. Donc, où est-ce qu'on peut vraiment s'améliorer? C'est avec ça, c'est avec la visibilité sur nos systèmes. Donc, cette première portion si on veut, de statistiques, c'était plus peut-être pour dresser un portrait. C'est sûr que c'est un portrait alarmant. Il n'y a pas juste du négatif. Présentement, ce qu'on voit dans le marché, c'est que les organisations se prennent en main. Les PME sont de plus en plus ouverts, puis comprennent de plus en plus l'importance, si on veut, de se sécuriser. Maintenant, ça reste un défi assez ardu parce que souvent, les PME n'ont pas de ressources spécialisées en sécurité de l'information. Ils vont avoir de la misère, là, vraiment, là, comment je peux dire ça, à attirer des chefs de sécurité d'envergure ou n'auront pas les budgets. Tu sais. Si on prend un salaire moyen d'un chef de sécurité, c'est environ 200 000 par année. Ça, c'est si on au Québec, là, un chef senior de sécurité, mais ça peut aller, écoutez, c'est des centaines de milliers de dollars. Donc, une PME, souvent, n'a même pas ça, n'a même pas le dixième de ça comme budget pour faire toute sa sécurité. Donc, il y a définitivement un travail à faire au niveau de nos priorités, de qu'est-ce qu'on va prioriser où est-ce qu'on va investir. C'est sûr que avoir une posture de sécurité solide devient un levier d'affaires de plus en plus. Donc, si vous êtes une entreprise spécialisée dans des domaines où est-ce que vous travaillez avec les agences gouvernementales, où est-ce que vous travaillez avec des municipalités, du public, parapublic, même de la grande entreprise et même simplement vos clients, bien, de plus en plus d'être capable de dire, ben oui, j'ai une bonne posture de sécurité ou même je suis conforme à un standard de sécurité ou je suis un standard de sécurité, bien, va vous aider à vous démarquer de vos compétiteurs, va vous permettre de gagner des appels d'offres importants, va vous permettre de trouver des nouveaux partenaires d'affaires, puis de vous démarquer de votre compétition. Parce qu'à prix égal, en ce moment, pour un service, bien, c'est évident qu'une grande entreprise va sélectionner une organisation dont la posture de sécurité puis l'hygiène au niveau l'hygiène au niveau de tout ce qui est sécurité de l'information, bien, ils vont choisir des firmes plus évoluées parce que présentement, pour la grande entreprise, c'est le risque numéro un. C'est le risque de tierce partie. Donc, même si une grande entreprise met tous les contrôles en place pour se protéger technologiquement, si elle doit partager son data, ses données ou connecter des systèmes avec un fournisseur, ça devient une porte d'entrée instantanée. Et maintenant, ils vont commencer à le faire uniquement avec des organisations qui ont une posture de sécurité mature. Donc, si on regarde au niveau maintenant des mesures qu'on met en place présentement dans la PME pour pouvoir vraiment là,
se protéger de façon concrète. Donc, on a bien entendu en première position, puis ça, c'est, comment je pourrais dire ça, ça a été beaucoup drivé, ce changement-là, par le télétravail, définitivement. Mais la surveillance puis la protection accrue là, de tous les postes de travail, internes, externes, des serveurs. Puis non, on ne parle pas nécessairement d'antivirus, mais on parle de technologie avec une équipe de sécurité qui est là la nuit, le jour, qui va surveiller s'il y a des menaces en temps réel, puis surtout être capable d'intervenir en temps réel, de découvrir si des gens se sont infiltrés dans vos réseaux, dans vos postes de travail, si vos comptes sont compromis, etc. Donc, cette surveillance-là est extrêmement en demande en ce moment. C'est des technologies qui sont relativement dispendieuses, mais de moins en moins, il y a énormément de solutions là, qui sont très abordables, là, je dirais même pour la PME. Mais c'est un point qui est extrêmement important. Puis souvent, on va remarquer que les attaques de rançon, notamment, vont se déclencher le vendredi, le samedi, la nuit, etc. Puis c'est souvent quand on n'a pas de ressources à l'interne. Puis en ce moment, en plus, avec la pandémie, bien, on n'a pas de ressources à l'interne, donc c'est beaucoup plus dur d'avoir une visibilité. Et avec les employés qui sont rendus à la maison, des fois à l'extérieur hein, du périmètre, ben, on n'a plus de visibilité sur eux non plus. Donc, c'est important là, que tous les postes de travail, tous les serveurs, tous les ordinateurs portables qu'on ait une façon de voir ce qui se passe en temps réel avec des solutions assez sophistiquées. Un autre point très, très important, ça va être la sensibilisation à la sécurité de l'information. Et puis là, quand on parle de sensibilisation, souvent, ce qu'on va voir, c'est que les entreprises font des campagnes de sensibilisation, mais ce n'est pas toujours très bien organisé, ce n'est pas vraiment dans le cadre d'un programme, ce n'est pas nécessairement mesuré et ce n'est pas nécessairement adapté non plus à la clientèle, donc à vos employés, à la culture de l'organisation. Donc, on doit s'assurer que notre solution de sensibilisation, notre stratégie de sensibilisation vienne chercher nos employés puis qu'ils trouvent ça intéressant puis qu'ils se reconnaissent à travers ça puis qu'on reconnaisse également la culture de l'organisation. Je donne un exemple, personnaliser, avoir des modules interactifs qui sont personnalisables avec les logos de votre organisation, avec également du contenu adapté à vos politiques de sécurité. Donc, de faire la promotion. Tu sais, le but principal de la sensibilisation, c'est d'enseigner les bonnes pratiques, mais c'est également de promouvoir vos politiques de sécurité. Puis c'est de vulgariser ces politiques de sécurité que vous avez mises en place, qui sont souvent assez complexes dans le sens que, bon, on engage un employé, on fait signer une pile de documents à son embauche mais l'employé, en réalité, 10 jours après, là, il ne s'en rappellera plus de vos politiques de sécurité. Donc, ce qu'on veut, c'est changer un peu la façon qu'on le faisait avant, qui était de faire un cours par année, exemple, d'1 heure sur la sécurité, puis après ça, ben, de cocher la case, puis de dire, bon, ben, à l'année prochaine, parce que ce n'est pas toujours des projets très stimulants ou très intéressants pour les gens de cybersécurité ou les responsables TI, à cause que ben, c'est de la formation, c'est moins technologique, des fois c'est un peu moins le fun, et puis c'est beaucoup de travail. Si vous pensez à lancer un module à tous les mois, à tous les employés, que ce module-là soit personnalisé, que vos politiques soient associées à ça. Et puis, en plus de ça, ben, peut-être envoyer 2 semaines après un bulletin de nouvelles à tout le monde pour dire, ben, pour amener de l'information additionnelle sur un sujet, etc. De faire des campagnes de simulation d'hameçonnage à chaque mois, d'être capable de voir quel employé clique sur quel lien, de quel système, et puis comment, dans le fond, votre organisation réagit par rapport à des attaques d'hameçonnage. Si on veut bien le faire, c'est énormément de travail. Ce qu'on va recommander aux PME,
c'est d'aller avec des options, puis même avec honnêtement, avec n'importe quelle entreprise, là, la mode maintenant, c'est d'aller avec n'importe quelle grandeur d'entreprise, c'est d'aller avec des services gérés. Donc, il y a énormément de solutions disponibles où est-ce qu'on peut carrément impartir la gestion de nos campagnes de sensibilisation. Il y a déjà des portails qui nous permettent de faire le traçage de tous automatiser tous les messages de rappel, voir des tableaux interactifs avec des données en temps réel, de savoir quel département dans notre organisation est plus à risque, moins à risque. Et puis après ça, même de pousser la chose un peu plus loin, de dire, bien, écoutez, quel département est plus à risque et quel département a accès à plus d'informations sensibles, puis faire des croisements, puis combien d'incidents on a eu, quel employé est impliqué, est-ce que c'est des employés qui ont été formés, pas formés. Donc, de plus en plus, la grande entreprise va mettre énormément d'efforts. Et puis, c'est ce qu'on veut pour la PME. Dans leur campagne de sensibilisation. Ils vont vouloir être très créatifs, que ce soit très professionnel, très interactif. Et puis, c'est quelque chose que les employés peuvent amener à la maison. Donc, il faut penser à l'aspect win-win, gagnant-gagnant. Qu'est-ce qu'on donne à l'employé pour rendre la sécurité intéressante? Mais c'est là qu'il faut s'améliorer parce qu'à la base, c'est un sujet plate. C'est un sujet très sec, c'est un sujet qui est difficile à promouvoir. Donc, de plus en plus, là, il y a de belles solutions à ce niveau-là. Également, présentement, plus que jamais, bien, de forcer l'application de la double authentification à travers tous vos systèmes. Puis c'est un défi. On le sait, là, la fameuse double authentification, pour ceux qui ne savent pas, c'est on se log dans un portail et on reçoit un message texte où on doit utiliser un jeton, etc. Bref, il faut mettre des contrôles. Il y a tellement d'informations qui circulent dans le dark web sur des mots de passe, des comptes de courriel compromis, des mots de passe à vos systèmes, à des applications, etc. Vous voulez absolument mettre une couche supplémentaire d'authentification pour gérer les accès à ces applications-là critiques, à vos applications, à vos CRM, vos ERP, vos portails, vos courriels, etc. Et ce qu'on voit, puis c'est bien entendu un gros défi pour les organisations, puis surtout dans la PME, mais c'est que les PME vont développer des applications qui parfois sont, on dit des applications legacy parce que ça fait 15 ans que ça a été développé ou ça fait 10 ans que ça a été développé ou ça a été fait maison, puis c'est des produits qui sont géniaux, mais qui ont été développés à l'interne puis qui ne permettent pas de fonction de double authentification. Bien, de plus en plus, il y a quand même des solutions qui vous permettent maintenant de forcer cette double authentification-là à travers tous les systèmes, que ce soit des vieilles applications, votre réseau, etc. Puis on applique la notion qu'on appelle de Zero Trust. Donc, c'est ce qu'on va vouloir, là, surtout en ce moment, parce qu'on sait, nos employés sont à l'extérieur, on n'a pas une très bonne visibilité. Puis, si quelqu'un se connecte dans mon compte courriel, puis je n'ai pas de double authentification, bien, je ne le saurai pas. Autrement dit, je ne le saurai pas. Par contre, si quelqu'un essaie de se connecter à mon compte courriel, puis je reçois un message texte avec un code, bien, je vais savoir que quelqu'un est en train d'essayer de se connecter. Puis en plus de ça, bien, cette personne-là va s'être fait bloquer l'accès. OK? Donc, ça, c'est important, c'est majeur. Il faut absolument mettre plus d'authentification au niveau de nos portails et de nos accès. Il faut également rehausser la sécurité qu'on a pour nos courriels. Présentement, là, on le dit tout le temps, écoutez, toutes les statistiques, c'est l'hameçonnage, l'hameçonnage, l'hameçonnage. Vous le vivez tous les jours. On reçoit des dizaines de courriels d'hameçonnage, on reçoit des messages textes, etc. Il faut absolument utiliser des solutions qui sont très, très, très évoluées au niveau de la détection des menaces, bien entendu au niveau des virus puis des logiciels malveillants, tout ça, mais également au niveau de l'ingénierie sociale, au niveau de l'usurpation d'identité. Donc, comment vous faites pour détecter que, en fait, le défi là-dedans, c'est que
n'importe qui peut créer un site Internet ou un nom de domaine légitime qui ne contient aucun virus ou aucun logiciel malveillant, puis s'ouvrir un compte courriel, puis communiquer avec vos employés. Donc, n'importe qui peut faire ça, puis un anti-spam ou un anti-pourriel ne va pas nécessairement détecter quoi que ce soit parce que c'est simplement un courriel qu'on reçoit. Par contre, si c'est une personne qui a enregistré un nom de domaine qui est similaire au nom de votre entreprise, puis qu'il y a juste une lettre de différence, puis que cette personne-là se fait passer pour votre CFO, communique avec des employés pour demander un transfert ou quoi que ce soit, ou peu importe, de l'information, bien, ce n'est pas nécessairement un virus, ce n'est pas nécessairement un domaine qui est reconnu non plus. Tu sais, si c'est très ciblé, ça peut être un nom de domaine qui a été enregistré la veille. Il n'a pas été détecté encore comme étant un nom de domaine malicieux. Donc, il n'y a pas grand moyen là, de détecter ces courriels-là. D'où l'importance de la sensibilisation qui va donner des trucs à vos employés pour dire, bon, mais quand je reçois un courriel, OK, je ne me fie pas à l'adresse courriel que je vois. Je vais cliquer dessus pour voir c'est quoi le vrai lien, la vraie adresse courriel. S'il y a un lien, mais je vais passer ma souris par-dessus pour voir le lien de destination. Des choses comme ça, c'est important. Par contre, il y a de plus en plus de technologies. Nous, on travaille avec beaucoup de ces technologies-là qui vont détecter l'ingénierie sociale, qui vont aviser vos employés que c'est un utilisateur, que c'est quelqu'un qui se fait passer, dans le fond, pour un employé de l'organisation, va aviser vos employés que ce n'est pas le nom de domaine de l'entreprise, il y a une erreur. Donc, on veut aller chercher des solutions de sécurité beaucoup plus évoluées que le fameux traditionnel anti-pourriel. Donc, l'anti-pourriel, c'est un peu… Mais en même temps, on ne veut pas perdre la capacité technologique de notre anti-pourriel qui nous fait sauver beaucoup de temps et qui filtre tout ça. Maintenant, il y a moyen de trouver des solutions qui font les deux de façon très évoluée. Puis de plus en plus, même, c'est rendu qu'on a des centres d'analyse. Donc, les solutions viennent avec une équipe, gérée par une équipe qui vont analyser les courriels malveillants puis qui vont même être capables de gérer tout ça pour vous. Donc, vous n'avez pas à avoir un employé qui va gérer votre sensibilisation. Vous n'avez pas besoin d'un employé qui va gérer votre solution de courriel. Vous n'avez pas besoin d'un employé qui va gérer votre surveillance nécessairement. L'important, c'est vraiment d'avoir un partenaire qui va être capable de vous aider puis de mettre les contrôles en place. Bien entendu, c'est important de mettre à jour tous nos systèmes, postes de travail, serveurs, téléphone, applications. Donc, 99% du temps, les vulnérabilités que les hackers ou que les criminels vont utiliser, c'est des vulnérabilités qui sont déjà existantes, qui sont déjà connues, qui ont déjà été annoncées dans les sites web qu'on utilise pour voir les vulnérabilités des versions de Windows, des serveurs, de vos téléphones intelligents, etc. Tout ça, c'est documenté. Hein. Quand il y a une vulnérabilité qui sort, bien, les gens dans l'industrie, on a des sites Internet où on est capable d'aller voir, OK, dans tel système, ils ont annoncé telle vulnérabilité. D'où vient l'importance de mettre à jour nos systèmes, parce que c'est là que nos fournisseurs vont développer des patchs pour pouvoir fermer ces vulnérabilités-là. Si vous ne le faites pas, vous vous exposez carrément là, à des failles majeures. Et puis, c'est quand même relativement facile à faire. Par contre, c'est facile à faire, mais ce n'est pas facile à maintenir, puis ce n'est pas facile à s'assurer nécessairement que tout est fait à tous les niveaux. Donc, on dit de plus en plus que c'est important d'avoir une stratégie de gestion des mises à jour dans l'organisation, donc une politique, un processus, un partenaire, une façon qu'on va avoir de s'assurer qu'on couvre la gestion des mises à jour à travers tous les systèmes, incluant les téléphones mobiles de nos employés. Donc, on l'a vu, on le voit souvent. On va voir
Android, mettre à jour des patchs ou même les applications qu'on installe sur nos téléphones intelligents, etc., on les met à jour régulièrement, bien, c'est parce que souvent, on trouve des failles, des vulnérabilités dans ces applications-là qui permettent à des attaquants d'accéder à votre data. Et puis, de plus en plus, d'ailleurs, je vous invite à liser beaucoup les politiques de sécurité, de gestion des données ou de collection des données des applications que vous installez sur vos téléphones. Il n'est pas rare maintenant que quand on installe des applications personnelles, mais ce n'est pas rare maintenant qu'on donne carrément le consentement à ces organisations-là de collecter nos messages textes, nos courriels, nos données, d'accéder à nos photos, de nous surveiller, puis de voir comment on se déplace, etc. Donc, très important de... Puis ce n'est pas nécessairement des entreprises légitimes, ce n'est pas nécessairement des organisations qui sont bien intentionnées. Là. Présentement, juste pour vous donner un exemple, il y a 30 000 applications mobiles qui sont enlevées des systèmes comme iTunes, puis des systèmes d'Android, des magasins là, où on download nos applications. Il y en a 30 000 par jour qui sont enlevées, qui sont des applications malicieuses que certaines organisations criminelles essayent de pousser comme étant des applications légitimes, soit des jeux que vos enfants vont utiliser sur votre téléphone, etc. C'est très important de faire attention à ce qu'on installe. Également, faire vos tests d'intrusion, s'assurer que si vous avez des applications critiques à la mission de l'entreprise, vous faites les tests, s'assurer de revoir vos stratégies de la gestion de tous les accès dans l'entreprise, de ne pas juste donner des accès, enlever des accès, puis de le faire de façon aléatoire, et que quand vos employés quittent, ils se ramassent qu'il y ait encore accès, dans le fond, à vos systèmes plusieurs mois après, on le voit souvent. De revoir vos stratégies en matière de sauvegarde de données, de tester. C'est facile de sauvegarder des données. C'est une chose complètement différente de restaurer des données. Donc, s'assurer que ça fonctionne, faire des simulations, s'assurer aussi qu'il y a une segmentation, que vos sauvegardes de données ne sont pas accessibles aux criminels puis qu'ils ne peuvent pas les encrypter parce que les attaques de rançon, de plus en plus, visent les sauvegardes de données. C'est fait pour ça. On va essayer d'encrypter vos sauvegardes. Puis, assurez-vous, pour terminer, d'être prête à répondre aux incidents, donc d'avoir un plan, une politique, un playbook, d'être capable d'être agile, puis de savoir exactement si j'ai une attaque majeure, qui j'appelle. C'est qui mon assureur, c'est qui mon partenaire, qu'est-ce que je fais, mais pas qu'est-ce que je fais dans 2 jours. Qu'est-ce que je fais là, maintenant, tout de suite, qui j'appelle, puis d'avoir vos outils prêts à répondre, un diagramme de votre réseau, un diagramme de votre data, de comment que ça fonctionne dans votre organisation pour qu'un partenaire puisse vous aider. Et finalement, n'oubliez pas l'échange d'informations. Présentement, tout le monde s'échange d'informations avec la façon qu'ils le peuvent, avec le télétravail. Souvent, on a la fausse impression que le courriel est sécuritaire, puis que si j'envoie par courriel, c'est correct. C'est très facile d'intercepter des courriels. Encrypter vos données. Il y a des outils, des petits plugins qu'on met dans Outlook ou dans vos trucs de courriel qui vont vous permettre d'encrypter, puis de mettre des contrôles, puis de protéger cette information-là. Et ça vous permet aussi de bien paraître devant vos clients quand vous envoyez une enveloppe sécuritaire ou sécurisée pour collecter de l'information versus quand vous demandez, comme firme de service, pouvez-vous m'envoyer votre rapport d'impôt, pouvez-vous me donner votre numéro de ci ou votre... Ça commence à mal paraître là, quand on demande ça à nos clients puis qu'on n'a pas des processus bien implantés pour collecter cette information-là. Donc, en gros, c'est les mesures présentement, puis il y en a, là, assurez-vous d'avoir vos politiques à jour. On pourrait en parler pendant 1 heure. Je vois Denis qui est dans mon écran. Ça veut dire que j'ai assez probablement parlé, mais je suis disponible pour répondre à quelques questions. Et puis j'espère que ça vous a un peu donné un état de la situation, puis quelques bonnes pratiques pour renforcer votre posture. Merci beaucoup, Guillaume. Effectivement, le temps file. Il nous reste 1 minute pour des questions et j'en avais plusieurs. De toute façon, on laissera tes coordonnées à nos membres là, pour te contacter pour des questions précises. Peut-être juste une très, très, très rapide, là, juste pour faire suite à l'atelier qu'il y avait avant nous.
Avec la pandémie, les gens ont instauré le télétravail un peu en catastrophe, puis très souvent, les gens travaillent à la maison à partir de leur ordinateur personnel. Donc, je caricature un peu, là, mais avec soit pas d'antivirus, qui est épouvantable, ou un antivirus téléchargé sur Internet, et ainsi de suite. Puis là, ils travaillent avec les données du bureau. Est-ce que dans ton expérience des 11 derniers mois qu'on est en télétravail, as-tu vu une augmentation des problèmes de sécurité dû à ce phénomène-là qui était inévitable? Majeur, absolument majeur. Et puis, c'est très important de comprendre qu'il y a des solutions qui vous permettent de sécuriser ces postes de travail-là sans empiéter sur la vie privée de vos employés. Donc, c'est de trouver des solutions qui vont vous permettre de déployer rapidement une surveillance sur leur poste, le temps, parce que vous leur donnez l'autorisation, dans le fond, d'utiliser leur poste personnel pour gérer de l'information confidentielle de votre entreprise. Donc, vous pouvez également leur dire qu'on va le protéger, ce poste-là. Et puis, il y a des solutions qui se déploient à distance de façon très simple, mais on l'a vu, puis ça crée énormément de problèmes, les organisations plus de visibilité. Ben, écoute, merci beaucoup. Écoute, c'est tout le temps qu'on avait. Écoute, si ton objectif était de nous sensibiliser à ne pas léser sur la sécurité, je pense que c'est réussi à 100%. Je te remercie infiniment pour ton temps, pour ta présentation fort intéressante. Et puis, je pense de nous avoir, on dit un wake-up call là, en bon français, là, sur tous les enjeux de sécurité. Et puis, désolé pour toutes les questions qui m'avaient été envoyées et qu'on n'a pas pu poser. Moi qui s'excuse, j'ai peut-être pris un peu plus de temps, mais je suis disponible. Puis si vous avez des questions, faites-les-moi parvenir, puis on va répondre à chaque question avec un grand plaisir. Ben, je te remercie infiniment, Guillaume. Merci à vous au plaisir. Au plaisir. Bon week-end. Bonne fête.